Camarades, chers membres du jury, chers amis. Selon les termes consacrés par la Startup Nation, je suis un consultant en affaires publiques, en influence et en intelligence politique. En d'autres termes, j'aime me présenter plus crûment comme un lobbyiste. Étonnement dans la salle, que vient faire un lobbyiste ici? Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas défini que par ma profession, je suis aussi vegan. Vegan et lobbyiste, deux termes qui peuvent paraître oxymoriques, tant l'imaginaire public est pollué par la vision de l'industriel en costard, qui distribue des mallettes de billets pour protéger ses intérêts. C'est pas faux. Mais c'est pas vrai non plus, il faut nuancer. Parce qu'après tout, le lobbying n'est qu'un outil. Et sans vous faire le sketch du bon et du mauvais chasseur, qui dans tous les cas finissent par tirer sur un être vivant, je dois tout de même défendre ma position et ma profession. C'est un métier que j'ai choisi, que j'exerce avec éthique et qui me permet d'être un observateur assidu de la vie politique et de la fabrique des lois. Une position qui m'amène aujourd'hui devant vous pour défendre deux positions. Tout d'abord, que le principal ennemi des animaux est l'argent, le capital et ceux qui l'accumulent. Et deuxièmement, que le moyen le plus efficace pour défendre les animaux, selon moi, est le lobbying, un lobbying animaliste et social. L'agro-industrie représente, rien qu'en France, des centaines de milliards d'euros. Une manne colossale, tentaculaire, structurée autour d'une idée simple. L'exploitation des êtres vivants est un business. Et comme tout business, il doit être rentable. À l'instar des travailleurs qui sont en ligne à l'usine et dont chaque geste doit être optimisé pour faire gonfler le capital, tous les détails comptent dans l'exploitation des animaux. L'espace qu'on leur laisse pour vivre, ridicule. Une feuille à 4 par poule pour en entasser toujours plus. La nourriture qu'on leur fournit, compactée et optimisée pour en engraisser et en avoir toujours plus. Leur mort, automatisée, pour en massacrer toujours plus. Et tout cela ne relève pas du hasard. C'est un choix assumé, un choix économique. Et je pense sincèrement qu'aucun industriel, à part peut-être quelques dérangés, ne prend vraiment de plaisir à la torture des êtres sentients. Par contre, quand ils sentent leur poche s'alourdir de monnaie sonnante et trébuchante, mais alors là, quelle jouissance, quel panache, quelle réussite! Et pour assurer cette rentabilité, il faut verrouiller le système. Acheter des marges de manœuvre, ficeler des réglementations sur mesure, influencer les décideurs. Les lobbies de la viande et de la pêche ne dépensent pas des sommes faramineuses en influence par plaisir, mais parce que chaque euro investi leur apporte bien plus. Dîner de campagne, cercle parlementaire, comité d'experts, tout y passe. Ils rédigent eux-mêmes les amendements sur les textes, un exercice qui n'est pas si compliqué, puisque même moi j'y arrive. Ils instillent l'idée que l'élevage intensif est une nécessité économique, que la bonne viande est un patrimoine culturel, et que toute tentative de régulation n'est que l'œuvre d'urbains déconnectés face aux vrais gens. Une rhétorique qui est bien huilée, qui est efficace, et qui joue sur l'anti-élitisme pour mieux protéger les intérêts d'une minorité de privilégiés. Mesdames et messieurs, le capitalisme a fait des animaux des ressources à exploiter. Il a codifié leur souffrance, l'a rendue invisible et légale. Se pose maintenant la question de l'action. Que faire face aux puissances écrasantes qui nous font face? La révolte ou la réforme? Plus de 100 ans après, la question qui opposa Gued et Jaurès reste d'actualité. Et malgré une tendance, vous l'avez vu, à lever le poing et à vociférer, je reste partisan de la réforme, fidèle à la doctrine de Léon Blum, qui veille sur nous devant la mairie, et comme lui, j'espère encore que la logique humaine finira par triompher. Et dans ce cas, me direz-vous, l'équation est résolue. Soutenons les partis réformistes, mais radicaux, qui se disent écologistes. Faisons leur confiance, et demain, l'animalisme triomphera. Eh bien non, c'est pas si simple, évidemment. Parce qu'il est loin l'héritage idéologique de Louise Michel, qui, au fond de sa révolte contre l'effort, lie l'exploitation des humains à l'horreur des tortures infligées aux bêtes. La gauche, notamment en France, qui se revendique d'un héritage de lutte, a pour sa grande majorité trahi les animaux. Souvent de manière insidieuse, par omission, en n'abordant pas le sujet ou en le contournant, et parfois de manière directe, en glorifiant par exemple le sacro-saint triptyque, une bonne viande, un bon fromage, un bon vin, dont les composantes sont responsables de la mort de milliards d'êtres vivants chaque semaine. Les partis politiques ont peur. Peur de se couper d'un électorat populaire en défendant ces mesures. Peur d'apparaître comme des bobos hors sol en remettant en cause les traditions. Peur de se confronter à un monde agricole en crise, pris en otage par le modèle productiviste. Résultat,
la plupart des partis aujourd'hui ont reculé. Et au Parlement, les mêmes élus qui s'offusquent devant des vidéos d'abattoirs retournent voter des subventions pour les filières animales. Ceux qui dénoncent la crise climatique refusent de toucher, ou du bout des doigts seulement, à l'une des industries les plus polluantes. C'est pour cela qu'il faut s'organiser. Il faut que les animalistes puissent se mobiliser en prenant les armes de leurs opposants, pour un jour espérer renverser la table. Car aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, entre les industries de la viande et de la pêche et nous, ce n'est pas un combat, c'est un rouleau compresseur. Si nous voulons qu'un jour les intérêts de l'animal ne soient plus seulement des sujets de société, mais des priorités politiques, nous devons passer de la protestation à l'action organisée. Et cela signifie investir le terrain des idées, mener la bataille culturelle, en somme, faire du lobbying. Il faut imposer un nouveau cadre de pensée, et cela passe par la politique. Il faut investir les cercles de pouvoir, s'organiser en think tank, former des candidats, peser dans les négociations. Car nous ne pouvons pas attendre éternellement que des élus prennent à bras le corps la cause animale. Il faut faire émerger une nouvelle génération de responsables politiques, issus de nos rangs, formés aux mécanismes institutionnels et prêts à porter ces combats dans l'hémicycle, au sein des exécutifs locaux et nationaux. Pour chaque projet, proposition de loi, chaque texte qui touche de près ou de loin à la condition animale, nous devons être là. Nous devons proposer des amendements aux parlementaires, rencontrer les rapporteurs des textes, s'assurer que dans chaque commission, il y a au moins une voix pour rappeler l'urgence de la cause animale. Il faut jouer la carte des alliances stratégiques, mobiliser les écologistes sur les questions de la transition écologique, convaincre les libéraux des opportunités économiques de la transition vers une agriculture sans exploitation animale, et aller sensibiliser les courants conservateurs sur la question de la dignité et de la souveraineté alimentaire. Il faut interpeller les élus, encore et encore, leur faire comprendre qu'ils ne peuvent plus ignorer la question animale sans conséquences politiques, que chaque vote en faveur des subventions aux filières animales, chaque recul sur les lois de protection du vivant sera scruté, documenté, dénoncé, que chaque contradiction entre leurs discours écologiques et leurs actes législatifs sera mise en lumière. Les lobbies de la viande et de la pêche les harcèlent quotidiennement avec des arguments économiques et électoraux. Eh bien, faisons de même avec des arguments éthiques. Il faut taper là où ça fait mal. Il faut taper au porte-monnaie. Car les industriels n'écouteront jamais les appels à la compassion. En revanche, ils réagiront si leur rentabilité est menacée. Alors travaillons pour taxer les industries, supprimer les niches fiscales qui leur permettent de se gaver et soutenir les alternatives végétales et éthiques. Responsabilisons les consommateurs en montrant que chaque euro dépensé dans l'industrie agroalimentaire est un bulletin de vote silencieux, un soutien indirect à un modèle destructeur. Enfin, il faut démontrer que l'animalisme est un combat social. Ce n'est pas un caprice de citadins déconnectés ou une mode alimentaire, c'est une lutte contre un système d'oppression. S'attaquer à l'industrie agroalimentaire, ce n'est pas un luxe de bobo, c'est un axe de résistance contre les puissants, contre ceux qui font du fric sur le dos des plus vulnérables, qu'ils soient à 2 ou à 4 pattes. L'élevage intensif n'est pas seulement une souffrance pour les animaux, c'est aussi une machine à broyer les agriculteurs, un système qui enferme des travailleurs dans des tâches déshumanisantes, qui détruit les écosystèmes, qui favorise des pandémies. Il faut faire converger tous ceux qui luttent, les féministes, les antiracistes, les syndicalistes, tous ceux qui peuvent et doivent se retrouver dans le combat animaliste pour nous soutenir, tout comme nous les soutenons. Alors, camarades, chers amis, soyons des influenceurs, devenons tous des lobbyistes, soyons les porte-voix de ceux qui n'en ont pas, et demain, je vous l'assure, l'animalisme sera le genre humain.